Bien. Alors donc la dernière fois, nous avons vu comment développer les applications web basées sur Spring MVC, notamment avec le moteur de template TeamLeaf. Principalement avec une activité pratique, nous avons vu en fait l'architecture globale. Donc je rappelle juste que le fonctionnement de Spring MVC se base sur cette architecture. Donc le client envoie des requêtes HTTP vers le serveur. Alors côté serveur, nous avons besoin d'utiliser, en fait, côté serveur, Spring MVC déploie un contrôleur frontal qui est Dispatcher Servlet. Et pour chaque requête, le Dispatcher Servlet fait appel à un contrôleur. Et c'est quoi un contrôleur? Bon, alors pour Spring MVC, un contrôleur, c'est une classe qui utilise la notation controller et dans laquelle on va effectuer des traitements. Alors généralement, pour chaque requête envoyée par le client, il y a une méthode qui s'exécute au niveau du contrôleur. Au niveau du contrôleur, généralement, nous avons besoin de faire ce qu'on appelle le mapping entre la méthode et les URL. C'est-à-dire, il faut indiquer quand est-ce que la méthode une méthode d'un contrôleur va être exécutée. C'est pour cela qu'on utilise des annotations comme getMapping, postMapping, etc. Et du coup, donc, pour chaque requête, par exemple, envoyée avec get, il y a cette méthode qui va s'exécuter. Et généralement, dans la méthode du contrôleur, on va faire les traitements en faisant appel à la couche métier. Alors, dans l'exemple que nous avons traité, nous avons plutôt donc utilisé donc la couche DA. Nous avons plutôt utilisé donc la couche DAO, notamment avec l'interface, les interfaces Spring Data, pour effectuer des traitements et récupérer des données, par exemple, à partir de la base de données. Et par la suite, ces données-là vont être stockées dans le modèle. Et par la suite, on va retourner à Dispatcher Servlet le nom de la vue qui va être appelé. Donc, ce qui fait que Dispatcher Servlet fait appel à un moteur de template. Généralement, si on veut générer des codes HTML côté serveur, donc nous avons besoin d'utiliser un moteur de template côté serveur, comme par exemple, dans notre cas, nous avons utilisé TeamLeaf pour générer des codes HTML côté serveur. Et après, nous avons vu que c'est TeamLeaf qui va traiter donc une vue qui va se charger de récupérer les données à partir du modèle et de générer le rendu HTML côté client. Alors forcément, donc les vues basées sur TeamLeaf, vous les avez vues, donc c'est des pages qui principalement qui respectent en fait le format XML, plutôt le format HTML classique dans lequel on va trouver donc des directives de TeamLeaf. Et donc pour résumer, donc voilà comment ça marche. Donc généralement, à chaque fois qu'un client envoie une requête HTTP vers le serveur, alors d'abord c'est Tomcat qui va recevoir les requêtes HTTP. Pour chaque requête, Tomcat fait appel à Dispatcher Servlet. Alors comme quoi toutes les requêtes passent via Dispatcher Servlet. Et après Dispatcher Servlet, il fait appel au contrôleur pour exécuter une méthode. Alors au niveau du contrôleur, on fait généralement appel à la couche métier ou bien la couche DAO pour récupérer des données, pour faire des traitements. On récupère des résultats. Alors ensuite, ces résultats, on a besoin de les stocker dans le modèle. Une fois qu'on stocke les résultats dans le modèle, on va retourner à Dispatcher Servlet le nom de la vue qui va être traitée. Et du coup, donc, Dispatcher Servlet fait appel au moteur de template qui est TeamLeaf. Il va lui transmettre le nom de la vue. Et après, le moteur de template va traiter la vue. Et à partir de là, quand on va traiter la vue, généralement, vous avez quelques directives qui vont vous permettre de récupérer facilement les données à partir du modèle et de générer un rendu HTML qui va être envoyé vers le client. Bon, c'est comme ça que ça se passe pour chaque requête. Tomcat fait appel à Dispatcher Servlet. Dispatcher Servlet fait des traitements qui se trouvent fait appel à des méthodes qui se trouvent dans le contrôleur. Le contrôleur fait des traitements, on récupère des résultats, on stocke ces résultats dans le modèle, on retourne le nom de la vue qui va se charger de traiter ou bien de générer le rendu de la vue. Et donc Dispatcher Servlet fait appel au moteur de template qui va se charger de traiter la vue. Au moment du traitement, on récupère les données à partir du modèle et après on va générer un rendu HTML. Alors donc nous avons vu un exemple d'application. Donc l'exemple d'application que nous avons traité, je pense que je l'ai ici, voilà. Alors nous avons vu un exemple d'application qui permet donc de
qui permet donc de gérer des patients. Donc nous avons vu globalement comment créer cette vue-là avec notamment la recherche des patients. Et nous avons vu également comment faire la pagination, comment supprimer un patient. Bon après, aujourd'hui, donc il y a trois choses que je vais vous présenter. Donc d'abord la première, c'est comment créer une page template. Notamment, nous savons très bien que toutes les pages d'un site, d'une application web, vont se ressembler. Ils auront toujours les mêmes éléments en commun, comme par exemple la barre de navigation, le menu, comme par exemple le footer. Donc il se trouve que tout ce qui est en commun à toutes les pages, donc généralement, pour éviter de faire des copier-coller, il existe des techniques qu'on va utiliser. Notamment, c'est ce que nous allons voir, comment créer une page template. Donc ça, c'est la première des choses. Bon, la deuxième des choses, comment faire la validation des formulaires. Parce qu'à un moment donné, dans l'exemple que vous avez travaillé, nous avons besoin de créer un formulaire qui permet de saisir les patients. Et après, quand on va saisir les données, on va valider. Nous aurons besoin de voir comment faire la validation des formulaires, c'est-à-dire comment obliger l'utilisateur à saisir des données qui sont correctes au niveau des formulaires. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point que je vais vous montrer, c'est la partie donc sécurité. Autrement dit, comment, avec Spring Security, comment, si vous voulez, créer un système d'authentification dans lequel on va obliger l'utilisateur à s'authentifier d'abord en saisissant son username, son mot de passe. Une fois que l'utilisateur authentifié, il peut accéder à l'application et selon ses rôles, donc il peut avoir le droit soit de lire, de consulter des données, soit de faire des modifications. Donc ça, c'est ce que nous allons essayer donc de voir. Alors d'abord pour la première partie, donc concernant comment créer une page template. Donc le principe est très simple. Donc d'une manière générale, alors comme je viens de dire, donc j'ai dit que en fait quand on développe une application web, donc nous avons besoin généralement de créer plusieurs pages. Il se trouve que toutes les pages qu'on crée généralement, souvent ils ont des éléments en commun, comme par exemple le header, le footer, les menus, etc. Et donc pour éviter de faire des copier-coller, ce qui n'est pas forcément une bonne pratique, nous allons penser à créer ce qu'on appelle une page template dans laquelle on va déclarer tout ce qui est en commun à l'ensemble des pages. Et bien, du coup, donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, comment créer une page template? Alors, pour créer une page template, nous aurons juste besoin de créer un fichier, par exemple, qu'on va appeler layout.html. Alors, dans cette page template, on essaiera de mettre, par exemple, de créer un header de l'application qui est fixe. Dans le header, on peut mettre par exemple les menus, donc une barre de navigation, on peut mettre un logo, on peut mettre tout ce qui est en commun à toutes les pages. On va créer une section qui est variable, c'est-à-dire le contenu de cette section-là ou bien de cette zone, il va varier d'une page à l'autre. Et on va créer un footer par exemple qui est fixe, qui est le même pour toutes les pages. Du coup, donc, dans cette page template, donc, nous aurons besoin d'utiliser donc les deux namespaces. Le premier, c'est teamleaf.org. Donc ça, c'est celui que nous avons utilisé la dernière fois, c'est TH. Et nous avons besoin d'ajouter un autre namespace, une autre librairie si vous voulez, qui s'appelle Teamleaf Layout. Donc nous aurons besoin d'ajouter ce namespace là pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle les pages templates. Ensuite, dans la partie head par exemple de la page, on va essayer donc d'ajouter tout ce qui est Bootstrap, tout ce qui est jQuery, tout ce qui concerne CSS, JavaScript, c'est-à-dire toutes les librairies dont on a besoin dans l'application, soit CSS ou bien JavaScript, on va les utiliser une fois pour toutes pour éviter de les faire dans toutes les pages. Et après, on va créer un header, donc, dans lequel on va mettre une barre de navigation. On va créer une section ou bien un div. Donc chaque section, on va lui donner un nom, ce qu'on appelle le fragment. Donc on peut créer plusieurs sections et chaque section, on va lui donner un nom. Et pour donner un nom à une section, on va utiliser donc layout fragment. Donc layout, vous voyez donc c'est Teamleaf Layout. Fragment, c'est pour donner un nom au fragment, c'est-à-dire cette zone-là, ce fragment-là, on va lui donner le nom, par exemple ici content. Bon, je peux l'appeler comme je veux, content 1 par exemple. Et après, je crée également la suite, par exemple, un footer qui est fixe dans lequel je peux mettre ce que je veux. Souvent, dans le footer, on va y ajouter donc
le contact de l'entreprise, tout ce qui concerne les éléments de ce dont on a besoin, c'est-à-dire ce qu'on devrait afficher en bas de la page à chaque fois qu'on affiche une page. Alors ça, c'est la page template. Alors maintenant, comment créer une page qui utilise la page template? Alors pour créer une page qui utilise la page template, donc nous aurons besoin de créer une page, par exemple page 1.html, dans laquelle on va utiliser notamment donc le namespace ThemeLeaf Layout. Alors maintenant, si je veux que cette page-là utilise la page template que j'ai créée ici, qui s'appelle layout.html, il suffit d'ajouter ici layout decorate. Alors layout decorate, c'est-à-dire je vais décorer cette page avec une autre page qui s'appelle layout.html. Donc ici, je n'ai pas besoin de mettre .html par défaut, donc il va chercher le fichier .html, mais vous pouvez le mettre. Donc ce qui fait que à chaque fois que je vais afficher cette page-là, page 1.html, ben, tout simplement le ThemeLeaf, il va d'abord afficher la page layout, c'est-à-dire cette page. De ce fait, il va afficher donc le header, il va générer le header, il va générer donc cette section-là qui s'appelle content, qui est vide pour le moment, il va générer le footer, et après, il va chercher dans la page, maintenant, quels sont les éléments qu'il devrait insérer, quels sont les éléments qu'il devrait insérer dans les fragments de la page template. Alors, dans ce cas-là, donc par exemple ici, donc je vais créer un div avec l'attribut layout fragment égale content. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'indiquer à ThemeLeaf ce contenu-là, content, que je mets ici, je voudrais qu'il soit inséré dans une page, dans un fragment qui s'appelle tout simplement content. Donc automatiquement, ce contenu-là, il va le mettre ici, il va chercher dans la page template, ici un fragment, ici qui s'appelle content, et il va y inclure donc ce contenu. Donc ça, c'est le principe de base. Donc vous voyez donc ici, c'est comme ça qu'on va créer généralement des pages qui sont décorées par des pages templates. Bon, ce qui explique dans notre cas que les pages de notre application vont ressembler à ça. Donc vous voyez donc ici, je vois une page de recherche. Donc j'ai toujours une barre de navigation avec un menu. Il y a une partie dans laquelle qu'on va utiliser pour la partie authentification, pour faire un logout par exemple. La même chose, ça c'est une autre page pour le formulaire qui utilise la même page template, ainsi de suite. Donc c'est comme ça ce qu'on va faire pour le premier cas. Alors maintenant pour la deuxième partie, comment faire la validation des formulaires. Alors pour faire la validation des formulaires, ben, nous aurons besoin, c'est-à-dire dans notre cas, nous avons besoin de créer un formulaire qui permet de saisir les données d'un patient. Et après, donc, j'ai besoin d'ajouter ce qu'on appelle des contraintes de saisie. Par exemple, dans notre cas ici, on va supposer que le nom du patient ne doit pas être vide et la taille, c'est-à-dire le nombre de caractères, doit être minimum 4 caractères, maximum 20. Et je vais également obliger à ce que le score soit supérieur ou égal, par exemple, à 10. Donc, si je veux faire la validation, la première des choses à faire, c'est au niveau de l'entité patient. Alors, dans la classe patient, alors je vois, on a déjà vu que notre entité GPA patient, c'est une entité GPA. Et dans cette classe patient, je vais ajouter des annotations de validation. Alors maintenant, vous allez voir, il y a beaucoup d'annotations qui vont s'ajouter dans vos classes et vos interfaces. Donc c'est là où il faut faire attention pour distinguer, pour faire la différence entre, si vous voulez, les différents types d'annotations. Par exemple, toutes les annotations que vous voyez là en orange, Entity, ID, Generated Value, Temporal. Alors ça, c'est des annotations de quel framework? Ça, c'est les annotations en orange, c'est des annotations de GPA, n'est-ce pas? Voilà, c'est du GPA, donc forcément c'est Hibernate qui va les utiliser. Donc tout ce qui est en orange. Alors tout ce qui est en vert, les annotations data, no arc constructor, etc., etc., builder.
Alors, c'est des annotations de quel Lombok. framework? C'est Lombok, tout à fait. Lombok. Donc, ça, c'est Lombok. Et après, il y a les annotations qui sont ici en noir. Ici, not empty size. Ben, tout simplement, c'est des annotations de ce qu'on appelle Spring Validation. C'est la validation des formulaires, ou bien la validation des entités, si vous voulez. Alors, dans notre cas, nous allons avoir ici l'attribut nom. Et je vais ajouter tout simplement ces annotations. Par exemple, ici, not empty. Ça signifie tout simplement je n'accepte pas que la valeur du nom soit vide. Size min égale à 4, max égale à 20, ça veut dire minimum je dois avoir 4 caractères, maximum 20. Et ici donc le score, donc je vais ajouter une contrainte par exemple qui exige que le minimum soit 10. Donc ça c'est la première des choses. Et vous voyez donc au moment de la saisie des données, nous allons faire que de façon à ce que une fois que l'utilisateur va saisir les données, ben, les données, donc l'utilisateur, quand on va récupérer les données vont être stockées dans un objet de la classe patient. Et après, nous allons faire la validation. Donc le framework, il va vérifier si les données sont correctes. Donc c'est lui qui va faire ce travail. Et si les données ne sont pas correctes, il va retourner vers la vue, il va retourner vers le formulaire et il va nous afficher les messages d'erreur. Alors vous voyez donc les messages d'erreur, donc ici ils sont générés automatiquement. Par exemple, le texte ne doit pas être vide. Bon, c'est un texte qui est généré par cette annotation-là, not empty. Le message, par exemple, ici, la taille doit être comprise entre 4 et 20. C'est un message qui est généré par l'annotation ici size. Et ici, l'annotation min, par exemple, ici, va générer donc ce message qui est la valeur doit être minimum, doit être supérieur ou égal à 10. Alors vous voyez donc vous n'avez pas besoin de mettre ces messages parce qu'ils sont générés automatiquement par la notation elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que la génération des messages, elle respecte ce qu'on appelle l'internationalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un utilisateur utilise un navigateur en anglais ou bien en arabe ou bien d'autres langues, et bien les messages ils vont être générés en fonction de la langue d'utilisateur. Donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin de préciser ces messages-là explicitement. Mais si tout de même, si vous voulez personnaliser les messages, c'est-à-dire si vous voulez spécifier quel est le message que vous voulez afficher si une telle donnée n'est pas bien saisie, eh bien on va le faire ici. Donc quand vous mettez par exemple not empty, entre parenthèses, vous ajoutez un attribut qui s'appelle message. Message égale, et après vous pouvez mettre le message que vous voulez afficher si jamais cette donnée-là n'est pas respectée. La même chose pour size. Pour toutes les annotations, vous pouvez ajouter un attribut message dans lequel vous pouvez spécifier le message. Mais ce n'est pas une bonne pratique. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous mettez des messages à afficher au niveau de l'interface, la partie UI, au moment de la validation, bon, ça veut dire que vous imposez la langue. C'est-à-dire vous n'allez pas profiter de ce qu'on appelle l'internationalisation des applications, qui est un concept qui est très important parce que si vous voulez créer une application web qui est multilangage, qui utilise plusieurs langues, donc forcément, il n'est pas conseillé de ce qu'on appelle hard-coder les messages. Donc il ne faut jamais écrire les messages dans le code de votre application. Il existe, le framework offre des possibilités de générer ces messages-là et de les personnaliser sans toutefois les spécifier dans le code. Alors donc, si vous voulez en résumé, donc, il y a 3 choses à faire pour valider les formulaires. Donc le premier, je répète, ça c'est bon, alors déjà, bon, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est juste rappeler que quand on crée une page template, généralement vous avez besoin de ce namespace, TeamLeaf Layout. Et donc il ne faut pas oublier d'ajouter cette dépendance dans le fichier POM XML, donc pour pouvoir intégrer donc TeamLeaf Layout Dialect. Alors par contre la validation, alors pour faire la validation des formulaires, donc vous avez besoin d'ajouter cette dépendance. Donc c'est Spring Boot Starter Validation, donc par la validation. Et donc pour faire la validation, donc il y a 3 choses à faire. La première, c'est d'abord c'est ajouter les annotations de validation. Alors comme je viens de dire, par exemple ici nous avons une classe produit dans laquelle nous ajoutons des annotations comme not empty ou bien not null, size, decimal, min, etc. Donc il existe plusieurs annotations de validation qui sont fournies
et qui permettent donc de valider une adresse mail ou bien de valider par exemple une donnée quelconque. Ça, c'est la première des choses. Alors, la deuxième des choses, ça se passe au niveau du formulaire. Alors, au niveau du formulaire, il va falloir afficher les messages d'erreur. Alors, pour pouvoir afficher les messages d'erreur de validation, on va créer pour chaque, par exemple, champ. Ici, je vois par exemple le champ désignation. Ici, ça c'est le label, ça c'est le input. Donc, ça c'est le champ de saisie, désignation. Et après, je vois ici, je crée un span ou bien un div dans lequel je vais ajouter cet attribut-là, TH-errors. Alors, TH-errors, produit.désignation. Ça veut dire quoi? Je demande à Spring MVC s'il y a des erreurs de validation pour le champ désignation, bah, automatiquement, il va afficher le message d'erreur dans cette zone-là du span. Alors, la même chose ici pour le prix, vous avez TH-errors. Et pour la quantité, vous avez TH-errors. Donc, la deuxième des choses à faire, c'est au niveau du formulaire. Donc, il faudrait indiquer avec TH-errors, notamment comme quoi pour afficher les messages d'erreur de validation. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. Alors, maintenant aussi, quand on va saisir les données du formulaire, donc quand on va valider, donc on va faire appel à ici TH-action. Vous voyez donc ici, le formulaire, il utilise la méthode post. Ici, vous avez TH-action, c'est /admin/save. Ça veut dire que quand je valide le formulaire, j'envoie les données. Alors, toutes les données que je vais saisir, elles vont être envoyées vers le contrôleur. Alors, maintenant, côté contrôleur, je vais avoir une méthode save dans laquelle j'ai ici request mapping. Donc, ça, c'est /admin/save. C'est ce que j'ai ici. Et après, la méthode, c'est post. Donc, c'est-à-dire toutes les données qu'on va saisir là, elles vont être envoyées vers le dispatcher servlet. Et dispatcher servlet va faire appel à cette méthode save. Et maintenant, comment récupérer les données saisies dans le formulaire? Alors, pour récupérer les données saisies dans le formulaire, il suffit de déclarer un objet de type, par exemple, ici, produit. Donc, ici, j'ai la classe produit. Donc, forcément, si j'ai un paramètre de type produit, ça veut dire que toutes les données saisies dans le formulaire, dispatcher servlet, il va les stocker dans un objet de type produit ici. Donc, à condition, il faut respecter les noms des champs. Par exemple, ici, j'ai un attribut qui s'appelle désignation. Alors ici, donc le champ s'appelle name, désignation. Alors l'attribut s'appelle prix, là le champ s'appelle prix, etc. Donc ici, donc il faut respecter ce qu'on appelle le data binding. C'est-à-dire chaque champ de saisie, il doit être lié à une variable qui se trouve dans la classe qui va recevoir ces données. Donc généralement, le plus simple, c'est d'utiliser les mêmes noms. Le plus compliqué, si vous mettez des noms différents, vous aurez besoin d'ajouter d'autres annotations pour faire ce qu'on appelle cette correspondance notamment et ce data binding. Donc une fois que on va il va stocker les données dans produit, maintenant je vais lui demander de faire la validation. Alors pour faire la validation, je vais utiliser la notation valide. Donc la notation valide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'indique, je voudrais, une fois que tu stockes les données, fait la validation. Donc automatiquement Spring MVC, il va vérifier est-ce que les données stockées dans produit, est-ce qu'elles respectent ces annotations de validation. Donc s'il y a des erreurs de saisie, qu'est-ce qu'il fait Spring MVC? Il va générer la liste des erreurs qui ont été produites par ces contraintes et il va stocker la liste des erreurs dans une liste, bien dans une collection qui s'appelle binder result. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, vous voyez ici un paramètre qui s'appelle binding result. Donc, ça veut dire quoi binder result? Binder result, c'est un objet qui va être utilisé par Spring MVC. C'est pour stocker la liste des erreurs de saisie. Donc, forcément, quand il fait la validation, s'il y a des erreurs de saisie, donc il va les stocker dans cette liste binder result. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la méthode ici, save, je vais d'abord vérifier cette partie-là, if binderResult.hasErrors. C'est-à-dire s'il y a des erreurs de validation, c'est-à-dire si cette liste-là contient des erreurs, dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'aller vers... ça sert à rien de poursuivre, de faire un save pour stocker dans la base de données. Qu'est-ce que je vais faire s'il y a des erreurs? On va retourner, return, on va retourner vers la vue
forme produit, c'est-à-dire on va revenir vers le formulaire. Et donc le formulaire, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il va afficher le formulaire et s'il trouve des erreurs, ben, il va afficher les messages. Et on reprend, on saisit les données. Les données vont être stockées dans l'objet de type produit. Une fois qu'on va stocker les données, il fait la validation. Alors s'il n'y a pas de message d'erreur, dans ce cas-là, binder result has error, il est false. Et dans ce cas-là, on peut passer à la suite. Et c'est quoi la suite? Tout simplement, produit repository.save p. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que je vais enregistrer l'objet p, l'objet produit dans la base de données. Donc, en résumé, pour faire la validation, nous avons besoin de faire trois choses. Alors, c'est quoi ces trois choses? La première, c'est d'abord utiliser les annotations de validation au niveau des entités, des classes. Deuxième, utiliser TH-errors au niveau du formulaire pour afficher les messages d'erreur. La troisième, c'est au niveau du contrôleur, il faut utiliser la notation valide et binder result pour récupérer la liste des erreurs de validation. Donc ça, c'est sans oublier d'ajouter la dépendance Spring Boot Starter Validation pour faire cette validation. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur. Parfait. Alors maintenant, il reste un dernier point, c'est la partie donc sécurité. Donc avant de faire la démo, si vous voulez. Alors pour ce qui concerne la partie sécurité, donc c'est un volet qui est très important dans les applications web d'une manière générale. Et si vous travaillez des applications qui sont basées sur Spring, bon, il faut savoir qu'il y a en fait un module de Spring qui s'appelle Spring Security qui va permettre de faciliter la sécurité de votre application. Alors pour vous expliquer le principe, avant de vous expliquer comment utiliser Spring Security, il faut comprendre d'abord un certain nombre de concepts. D'abord, la première des choses, c'est quand on fait un système d'authentification, quand on crée un système d'authentification, il faut d'abord savoir qu'il existe deux types d'authentification. Il y a ce qu'on appelle l'authentification stateful et l'authentification stateless. Alors, c'est quoi la différence? Alors, la différence, c'est que dans l'authentification stateful, les données de la session utilisateur sont enregistrées côté serveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'un utilisateur est authentifié, en saisissant son username et son mot de passe, c'est sa session, les données de sa session sont stockées au niveau du serveur. C'est-à-dire que toutes les sessions des utilisateurs authentifiés se trouvent dans la mémoire du serveur. Alors que dans l'authentification stateless, les données de la session des utilisateurs sont enregistrées dans ce qu'on appelle un token, ce qu'on appelle un jeton d'authentification. Et ce token-là, il va être délivré au client. Ça veut dire qu'une fois que je suis authentifié, le serveur, il va générer un token et après, il va me donner ce token-là. Et après, c'est le client qui va le stocker quelque part. Donc, c'est-à-dire que la session utilisateur, il se trouve dans ce token-là. Et ce token, il est géré côté client et non pas côté serveur. Alors maintenant, pour vous expliquer la différence, regardez là. Alors, dans l'authentification stateful, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que le client, pour s'authentifier, il va commencer d'abord par saisir son username et son mot de passe. Username et le mot de passe. Le serveur, une fois qu'il récupère username et le mot de passe, souvent il a besoin de contacter la base de données pour chercher si l'utilisateur existe. Alors si l'utilisateur existe à partir de la base de données, on va récupérer les informations sur l'utilisateur, notamment son username et son mot de passe, parce que généralement dans la base de données, il y aura toujours une table qui permet de stocker les utilisateurs, c'est-à-dire avec son username, le mot de passe, l'adresse mail, etc. Donc on récupère les informations sur l'utilisateur, notamment principalement username et le mot de passe, mais également on va récupérer les rôles. Alors pourquoi les rôles? Parce que dans les systèmes d'authentification, chaque utilisateur a des rôles, a plusieurs rôles. Alors il y a des rôles, par exemple le rôle user, admin, manager, donc ça dépend des applications. Donc généralement, il y a des droits, c'est-à-dire qu'une fois que je suis authentifié, j'accède à une application, j'ai des droits, est-ce que je peux supprimer, est-ce que je peux ajouter, est-ce que je peux faire tel? Ça dépend des rôles que j'ai dans l'application.
C'est-à-dire ça dépend des rôles de mon compte. Donc, à partir de la base de données, on va récupérer username, le mot de passe et les rôles. Ensuite, on va comparer le mot de passe saisi par l'utilisateur et celui qui se trouve dans la base de données. Alors, si c'est le même mot de passe, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il va créer la session. Alors, c'est quoi la session? La session, c'est un objet qui va être créé dans la mémoire du serveur et dans lequel le serveur va stocker des informations relatives au client. Comme quoi? Comme son username et comme les rôles. Par exemple, ici, username, c'est U1 et les rôles, il a deux rôles. Il a le rôle user et il a le rôle également admin. Parce qu'en fait, un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Alors, chaque session, une fois qu'elle est créée, est stockée dans une liste. Si vous voulez, c'est une collection de type map dans laquelle vous avez les key values. Bon, la clé, si vous voulez, ça représente ce qu'on appelle le numéro de la session. Donc, ça veut dire que chaque session qui est générée possède ce qu'on appelle un session ID, un numéro de session. Et ce session ID qui est généré, il est unique. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir deux sessions qui ont le même session ID. Alors, le session ID, il est généré en fonction de la date système. Donc, comme la date système, il est unique, je ne peux pas générer plusieurs sessions, si vous voulez, qui sont les mêmes. Donc, à partir d'un générateur, il va générer un session ID qui est unique. Donc, la session, elle est côté serveur. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le serveur va envoyer au client, dans la réponse HTTP, on va envoyer le numéro de la session. C'est-à-dire le numéro de la session de l'utilisateur. Il va être envoyé vers le client et il va l'envoyer sous forme de ce qu'on appelle un cookie. Donc il y a un header qui s'appelle setCookie qui est envoyé dans la réponse et dans lequel on va mettre par exemple ici session ID égale 123. Alors qu'est-ce qu'il fait le browser d'une manière générale? Dès qu'il récupère une réponse HTTP qui contient setCookie, qu'est-ce qu'il fait tout simplement le browser? Il va stocker ces informations dans les cookies. Alors, c'est quoi les cookies? Donc, je vous rappelle, c'est des fichiers temporaires qui sont stockés côté navigateur et dans lequel le browser va stocker des informations relatives à un client. Alors, parmi les informations qui sont stockées généralement dans les cookies, on y trouve notamment le numéro de la session. Une fois qu'un utilisateur est authentifié, sa session elle est créée côté serveur, mais par contre, le client doit recevoir sous forme de cookie le session ID. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je suis authentifié. Ma session, elle est dans la mémoire du serveur. Mais par contre, moi, en tant que client, qu'est-ce que j'ai dans ma machine? J'ai le numéro de ma session. Donc, ce qui fait que si j'envoie une requête la prochaine fois, à chaque fois que j'envoie une requête vers le serveur, la question qu'il faut se poser, comment maintenant le serveur va distinguer, va savoir qui vous êtes? Comment il va savoir est-ce que vous êtes déjà authentifié ou non? Et est-ce que si vous êtes authentifié, qui vous êtes, quel est votre rôle? Et bien tout simplement, c'est grâce à votre numéro de session. Donc la particularité des browsers, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous envoyez une requête HTTP à partir de votre navigateur, à partir de votre machine, le browser envoie automatiquement les cookies. Donc c'est-à-dire que les cookies, ils sont envoyés pour chaque requête que vous envoyez à partir de votre machine. Donc, ce qui fait que le serveur, une fois qu'il reçoit une requête, il va regarder dans la requête, est-ce qu'il y a le numéro de la session? Il va trouver 123 par exemple ici. Il va consulter les sessions dans la mémoire du serveur pour voir est-ce que cette session existe. Alors, s'il existe, il va récupérer la session. Et à partir de ce numéro de session, il peut savoir qui vous êtes. Donc, il peut connaître votre username. Il peut connaître les rôles. Et à partir de votre session, il peut savoir si, avec ces rôles, est-ce que vous avez le droit d'effectuer cette opération. Alors, si vous avez le droit d'effectuer cette opération, il va laisser passer la requête. Donc, automatiquement, il va vérifier. Il fait ce qu'on appelle authorization check, c'est-à-dire c'est vérification de l'autorisation. Est-ce que vous êtes bien authentifié? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire vous avez une session. Mais maintenant, si vous êtes authentifié, est-ce que vous avez le droit d'effectuer telle opération?
Donc ça, c'est une opération qui est basée sur les rôles. Donc il va vérifier souvent, est-ce qu'avec ces rôles-là, est-ce que vous avez le droit de faire par exemple un virement, etc. Alors si vous avez le droit, il va répondre avec un status code égal à 200. Si vous n'avez pas le droit, ben, il va répondre avec une réponse HTTP avec un code status qui est 403. Donc 403, ça veut dire not authorized. Donc il faut faire attention, il faut faire la distinction entre deux choses, l'authentification et l'autorisation. Si vous n'êtes pas authentifié, c'est-à-dire si votre session n'existe pas, ça veut dire que vous n'êtes pas authentifié. Alors dans ce cas-là, il génère un code d'erreur qui est 401. Donc 401, ça veut dire not authenticated, c'est-à-dire vous n'êtes pas authentifié. Donc forcément, il faut saisir votre username et votre mot de passe pour s'authentifier d'abord. Mais par contre, si vous êtes déjà authentifié, vous êtes dans l'application, vous avez le droit d'accéder à l'application, mais vous n'avez pas le droit d'effectuer une telle opération. Alors dans ce cas-là, donc il vous répond avec 403, ça veut dire que vous n'êtes pas autorisé. Alors ça c'est le modèle d'authentification de type stateful. Stateful, je vous rappelle, l'authentification stateful, c'est que la session des utilisateurs est stockée côté serveur. Donc c'est-à-dire c'est le serveur qui stocke les sessions des utilisateurs. Et les clients, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils reçoivent le session ID. Généralement, le numéro de la session, il est stocké dans les cookies. C'est-à-dire, côté browser, ce session ID, il est stocké dans les cookies. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que l'utilisateur envoie une requête à partir de sa machine, automatiquement, le browser envoie le session ID. Et du coup, donc, le serveur, il peut savoir, grâce à ce session ID, il peut savoir qui vous êtes, est-ce que vous êtes authentifié. Et grâce à votre session, il peut savoir si vous avez bien les droits d'effectuer une telle opération. Alors, juste un petit mot sur quand on compare les mots de passe. Quand un utilisateur saisit son username et son mot de passe, comme je disais tout à l'heure, en fait, le serveur, il contacte la base de données pour récupérer l'utilisateur, le mot de passe. Il faut juste noter que les mots de passe, généralement, qui sont stockés dans la base de données, sont hachés. Ils utilisent un algorithme de hachage qui fait que il ne faut jamais stocker le mot de passe en clair dans la base de données. Donc ça fait partie des erreurs professionnelles. Donc les mots de passe qui sont stockés dans la base de données, c'est des mots de passe qui sont hachés avec des algorithmes de hachage. Donc parmi les algorithmes qui sont assez connus pour hacher les mots de passe, donc on peut citer les anciens qui ne sont plus utilisés maintenant comme MD5, MD5. MD5, c'est un algorithme de hachage qui était très ancien, mais qui n'est plus conseillé parce qu'il est très faible par rapport à la puissance des ordinateurs qui peuvent facilement casser donc ce hachage. Mais par contre, dans notre cas, nous allons voir tout à l'heure que nous allons préférer utiliser Bcrypt. Alors Bcrypt, c'est un algorithme de hachage qui est beaucoup plus puissant et qui permet donc de hacher un mot de passe, et quasiment il est impossible à partir du hash, c'est-à-dire déterminer le mot de passe. Donc on peut pas, le hachage il est pas réversible, c'est-à-dire à partir du mot de passe on va le hacher, on va obtenir une chaîne de caractères qui est hachée, mais à partir du hash je ne peux pas revenir au mot de passe, donc je ne peux pas connaître le mot de passe. Donc c'est ça l'intérêt des algorithmes de hachage. Donc, et du coup, au moment où on va comparer le mot de passe stocké dans la base de données et celui saisi par l'utilisateur. Donc ici, l'utilisateur va saisir son mot de passe qui est en clair, ici. Et le mot de passe qui est stocké dans la base de données, il est haché. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc il va falloir prendre le mot de passe saisi par l'utilisateur. Il faut le hacher d'abord avec le même algorithme qui a été utilisé pour le hacher dans la base de données. Et après, on compare les hashes. Donc, si les hashes sont les mêmes, donc ça veut dire que le mot de passe il est bon. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que c'est clair? Oui, juste sur les cookies, monsieur. Oui. J'ai une petite confusion concernant les caches et les cookies. Oh, en fait, les caches et les cookies. Alors bon, en fait, les cookies, c'est un type de cache en réalité. Sauf que les cookies, c'est un type de cache qui respecte un certain nombre de règles qui sont définies pour les browsers. C'est-à-dire que tous les navigateurs, généralement, utilisent les cookies.
Et les cookies font partie des spécifications du protocole HTTP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le protocole HTTP, vous savez que dans le protocole HTTP, le principe de base, il est très simple. C'est que à chaque fois qu'un utilisateur veut communiquer avec le serveur, bah, il va créer une connexion. Bon, une connexion, ça veut dire socket. Donc, vous vous rappelez, donc, les sockets, c'est la base de la programmation réseau. Donc, il va d'abord établir la connexion. Ensuite, on envoie la requête HTTP. Et quand on envoie la requête HTTP, donc la requête HTTP, il y a des headers, des headers qu'on peut envoyer. Le serveur fait les traitements et après, il va envoyer la réponse HTTP. Et dans la réponse HTTP, il y a des headers également. Et parmi les headers qu'on peut envoyer dans les réponses HTTP, il y a set cookie. Donc, set cookie, une fois qu'un browser reçoit un header qui est set cookie, donc automatiquement le browser va prendre la valeur du header set cookie et il le stocke dans des fichiers qui sont cachés par le browser, qui ne peuvent être consultés que par le browser. C'est-à-dire que les cookies ne peuvent être, les données stockées dans les cookies ne peuvent être consultées que par le navigateur qui a stocké ces cookies. Donc ça c'est, d'un côté, il est quasiment impossible à partir de votre machine créer une application qui va accéder aux cookies. Donc on ne peut pas avoir une application dans votre machine qui pourra lire les cookies. Le seul qui a le droit d'écrire sur les cookies et de lire ces données, c'est le browser lui-même. Ben donc les cookies, c'est ça, c'est tout simplement des fichiers temporaires qui sont stockés côté client, côté browser, et dans lequel le browser peut stocker ce qu'on appelle les données de navigation, les données relatives à un client. Bon, parmi les choses qu'on stocke dans les cookies, donc parmi les choses, il y a le session ID, par exemple, notamment, si on utilise l'authentification stateful. Donc, pour répondre à ta question, en fait, les cookies, tout simplement, c'est un cache, mais c'est un cache dans lequel le browser, qui est géré par le browser pour stocker des données temporaires relatives à chaque serveur web, si vous voulez. Alors, sans oublier que généralement, quand un utilisateur envoie une requête, quand il reçoit la réponse HTTP, il faut juste rappeler qu'une fois que le browser reçoit la réponse HTTP, il y a une déconnexion. Ça veut dire que la socket qui a été créée au moment de la connexion donc, va être fermée. Donc, ce qui fait que le protocole HTTP fonctionne, c'est comme si vous voulez appeler quelqu'un. Vous prenez votre téléphone, vous composez le numéro. Alors, une fois qu'il vous répond « Allô », donc ça, c'est la connexion. Ensuite, vous lui posez la question, ça, c'est la requête. Et après, il va vous donner la réponse. Mais une fois qu'il vous donne la réponse, vous raccrochez. Ça veut dire que techniquement parlant, une fois que vous avez reçu une réponse, il n'y a plus de lien entre vous et le serveur. Donc, ce qui fait que la prochaine fois, si vous voulez poser une autre question, vous cliquez sur un lien, il va créer une nouvelle socket pour se connecter vers le serveur. Et après, il demande la question, il pose encore la question. Alors maintenant, quand vous posez la deuxième question, comment le serveur il va savoir qui vous êtes? Alors si vous êtes déjà authentifié, ça veut dire que vous avez déjà dans les cookies, vous avez votre numéro de session. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous envoyez une question, vous envoyez votre numéro de session. C'est comme si vous appelez quelqu'un la deuxième fois. Par exemple, vous lui dites voilà, voilà mon numéro, voilà mon numéro de session, voilà je veux tel. Bon, je vous donne juste l'exemple. Supposons la relation entre le patient et le médecin. Parce que c'est comme ça que vous pouvez comprendre la problématique du protocole HTTP. C'est un patient, par exemple, quand il va appeler un médecin la première fois, il va se présenter, voilà mon nom, etc., etc. Et quand vous appelez le médecin la première fois, vous allez l'appeler, vous lui dites, voilà votre requête. Et après, comme si la première fois que vous l'appelez, ça veut dire que vous n'avez pas de numéro de dossier. Ça veut dire que vous n'avez pas de numéro de session. Alors, le médecin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et une fois que vous êtes ici, la première fois que vous allez vous l'appeler, il va vous créer une session.
En fait, une session, c'est quoi? C'est une fiche, en quelque sorte, dans laquelle il va mettre votre nom, vos coordonnées, etc. Il va la placer quelque part. Donc, ici, c'est votre session. Donc, après, le médecin, il vous donne une réponse. Il vous dit, voilà, par exemple, l'ordonnance, etc., etc. Voilà les médicaments que vous allez acheter. Mais quand il va vous donner la réponse, il va vous donner une information très importante. C'est votre numéro de dossier. Parce qu'en fait, votre numéro de client, votre fiche client, il a un numéro. Ben, il vous donne, voilà votre réponse, voilà votre numéro. Par exemple, votre numéro, c'est 123. Donc, ce numéro-là, il faut s'en rappeler. Il faut le cacher quelque part. Donc, où est-ce que vous allez le mettre? Alors, pour vous, donc, vous allez le mettre dans un bloc-notes. Tout simplement, si vous le mettez dans un bloc-notes, bon, ça veut dire qu'il faut le sécuriser. Il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre puisse y accéder, comme par exemple les cookies. Encore, si vous voulez le stocker dans votre mémoire, c'est plus sécurisé, c'est-à-dire, mais à condition de s'en rappeler. Parce que si vous ne le stockez pas quelque part, si vous le mettez dans votre mémoire, peut-être un jour vous allez l'oublier. Donc, une fois qu'il vous donne la réponse, vous allez raccrocher. Et demain, si vous voulez l'appeler une deuxième fois, quand vous l'appelez, la première des choses que vous faites, vous l'appelez, ben vous lui dites, voilà, mon numéro c'est 123. Donc, vous lui donnez votre numéro de session. Et automatiquement, numéro 123, il va chercher votre fiche. Il sait qui vous êtes, etc., etc. Donc, il va consulter votre session. Et à partir de votre session, il sait déjà est-ce que vous avez tel droit, etc. Et il vous donne la réponse. Donc ça, c'est quasiment comme ça que ça marche. Le système d'authentification stateful. Vous voyez, donc stateful, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la session utilisateur, elle est côté serveur. C'est le serveur qui gère ces sessions. Ça se trouve dans la mémoire du serveur. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair pour les cookies. Mais en fait, les caches, il y en a d'autres types pour les caches. Ben, les caches, ils sont partout. Hein. En fait, les caches, tu sais, bon, le cache, un serveur peut avoir 100 caches. La base de données peut avoir 100 caches. C'est-à-dire, tu vois, le framework peut avoir 100 caches. TeamLeaf peut avoir 100 caches. Tu vois, la notion du cache, c'est n'importe quelle application que vous créez, que ce soit côté serveur ou bien côté client, il peut avoir des caches. C'est quoi un cache? Ben, un cache, c'est un fichier ou bien c'est de la mémoire dans laquelle je vais stocker des données que je vais réutiliser. C'est ça la notion de cache. Alors maintenant, les cookies, Ok. c'est un type de cache qui est spécifiquement fait pour les browsers. Est-ce que c'est clair? Yes, easy. Voilà, alors donc ça c'est Oui, monsieur, merci. l'authentification stateful. Alors maintenant, quand on développe une application avec un rendu HTML côté serveur, comme on vient de faire avec TeamLeaf, c'est-à-dire c'est le serveur qui génère le code HTML côté serveur en utilisant un moteur de template. Donc si vous faites du rendu HTML côté serveur, il est plus pratique d'utiliser un système d'authentification stateful, comme ça. Mais par contre, si vous utilisez un rendu HTML côté client, ou encore vous utilisez par exemple une application mobile pour votre application, etc., alors dans ce cas-là, l'authentification stateful n'est pas pratique. Donc vous aurez besoin d'utiliser un système d'authentification stateless. Alors, c'est quoi la différence? Regardez. Alors, dans l'authentification stateless, un utilisateur, pour s'authentifier, il va saisir son username et son mot de passe. Bah, comme stateful, le serveur va récupérer à partir de la base de données username, le mot de passe et les rôles. Alors, si le mot de passe est bon, cette fois-ci, il ne va pas créer une session côté serveur, mais il va générer ce qu'on appelle un token. C'est quoi un token? Un token, c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères dans laquelle le serveur va stocker les informations sur la session de l'utilisateur. Ça veut dire que dans ce token-là, on va stocker username, on va stocker les rôles, on va stocker d'autres informations comme par exemple la date d'expiration. Parce qu'en fait, le token, ce token-là, à un moment donné, il va expirer. On va stocker plein d'autres informations. Et en plus de cela, généralement, le token possède ce qu'on appelle une signature numérique. Donc, il doit être signé numériquement, tout simplement, pour faire confiance à ce token. Donc, ça veut dire que grâce à la signature, s'il y a quelqu'un qui modifie quelque chose dans le token, on peut le savoir.
C'est-à-dire que grâce à cette signature numérique du token, il est impossible de modifier ce token-là. Si vous faites quelque chose, si vous changez quelque chose dans le token, bah, automatiquement, on peut le savoir grâce à cette signature. Donc, parmi les tokens qui sont très courants, qui sont très connus, il y a ce qu'on appelle JWT. JWT, c'est JSON Web Token. Alors, JSON Web Token, c'est un token qui est écrit en format JSON. C'est-à-dire, c'est une chaîne de caractères, mais dont les données sont structurées au format JSON. C'est-à-dire, dans ce JWT, on va y trouver donc username, on va trouver les rôles, on va trouver la date d'expiration, on va trouver plein d'autres choses. Et en plus, on va trouver une signature numérique. Donc, une fois que ce token est généré côté serveur, ben, ce token, il va être délivré au client. C'est-à-dire, on va prendre ce token-là, on va l'envoyer vers le client dans la réponse. Alors maintenant, c'est le client, cette fois-ci, c'est l'application cliente. Ça peut être une application web ou bien mobile ou bien desktop. C'est l'application cliente qui devrait se charger de prendre ce token et de le stocker quelque part. Alors, il y a un autre cache dont tu as parlé, c'est que l'application cliente devrait le cacher quelque part. C'est l'application cliente qui devrait le sécuriser quelque part, il faut le cacher. Par exemple, pour les applications web mobiles, on peut utiliser le local storage, dans lequel on peut stocker quelque part ce token. Donc, une fois que ce token-là, il est là, ben, le serveur, maintenant, lui, il se rappelle de rien. C'est-à-dire, c'est pas comme ici. Le serveur va garder dans sa mémoire la session de tous les utilisateurs authentifiés. Cette fois-ci, non. Une fois que vous êtes authentifié, il vous génère un token, il vous donne ce token-là. Et votre session, finalement, il est où? C'est le JWT, c'est-à-dire la session, il est stocké côté client. Et bien, du coup, donc, à chaque fois que le client veut envoyer une requête vers le serveur, ben, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Quand il envoie la requête, il faut que plutôt, quand le client veut envoyer la requête, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le JWT, il envoie le token. Généralement, le token, il est envoyé dans un header de la requête HTTP qui s'appelle Authorization. Donc, on envoie le token. Ben, maintenant, le serveur, comment il va vous identifier? Ben, quand il prend ce token-là, il va d'abord vérifier la signature du token. Si la vérification de la signature passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire confiance à ce token. Ça veut dire que ce token-là n'a pas subi des modifications côté client. Parce que je peux bien m'authentifier en tant qu'un utilisateur. J'ai le rôle, par exemple, user. Je reçois mon token. Et je peux aller vers le token là. Et je peux le modifier parce que c'est du texte. Je peux ajouter le rôle admin. Je peux, par exemple, modifier le token. Je vais mettre comme quoi j'ai le rôle admin. Mais si vous faites ça, si vous le modifiez, vous envoyez ce token, ben, votre token va être rejeté par le serveur. Pourquoi? Tout simplement parce que la vérification de la signature va rejeter ce token parce qu'il a subi des modifications. Donc, bien sûr, j'aurai l'occasion de vous faire une partie concernant JWT. C'est-à-dire, on va revenir sur JSON Web Token. Quelle est sa structure? Qu'est-ce qu'il contient? Comment la signature elle est calculée? Mais tout ça, c'est des choses qu'on va voir dans une autre étape. Mais pour le moment, vous avez juste besoin de savoir en fait que le token, c'est une chaîne de caractères qui contient la session d'utilisateur. Une fois qu'on vérifie la signature, à partir du token, on peut récupérer username, on peut récupérer les rôles, on peut récupérer donc les informations sur l'utilisateur. Ça veut dire que grâce à ce token, je peux savoir est-ce que vous avez l'autorisation de faire telle opération. Alors, si vous avez le droit de faire telle opération, donc je laisse passer, sinon je réponds avec 403. Donc, vous voyez donc ici, donc l'authentification stateless, les données de la session sont enregistrées dans un token, un jeton d'authentification. Et ce token, il est délivré au client. Ça veut dire que la session, elle est stockée où? Elle est stockée. Chaque client, chaque application cliente doit stocker elle-même, côté client, son token. Donc, ce qui fait que le serveur, lui, donc ce n'est plus lui qui gère les sessions, mais les sessions, ils sont chaque client possède sa propre session. Donc, c'est comme si, par exemple, par exemple, une fois que vous êtes authentifié, je prends le cas du médecin. Tout à l'heure, si vous voulez, le médecin, quand vous êtes authentifié, il va vous créer la session. La session, c'est une fiche qu'il va créer, qu'il va stocker chez lui. C'est la fiche client. Alors ça, c'est stateful. Stateful, c'est-à-dire c'est le médecin qui devrait se rappeler de toutes les sessions de ses clients.
Alors que dans l'authentification stateless, c'est comme si le médecin, une fois qu'il va vous authentifier, il vous génère un token, c'est-à-dire une fiche, mais après il vous donne cette fiche. Et après il vous dit c'est à vous de la cacher. Supposons il vous donne une carte d'identification, une carte électronique. Il vous donne cette carte-là. Et à chaque fois, si vous voulez accéder au service du médecin, il faut présenter cette carte. C'est grâce à cette carte-là, on peut savoir qui vous êtes, on peut avoir votre historique dans cette carte. Bon, tout simplement, c'est une autre façon. Dans ce cas-là, ce n'est plus le médecin qui va stocker ces fiches-là, mais votre session, elle est dans votre carte, la carte qu'il va vous délivrer. Et donc ça, c'est la différence entre l'authentification stateful et l'authentification stateless. Alors maintenant, quand on va développer des applications avec un rendu HTML côté client, avec un framework comme Angular ou bien React, encore une application mobile, nous allons voir que généralement, c'est plus pratique d'utiliser l'authentification stateless. C'est le plus utilisé. Mais si vous êtes en train de créer une application web de type monolithique avec un rendu HTML côté serveur, il est plus simple de la sécuriser en utilisant l'authentification stateful. Et parfois, on va combiner les deux. Nous allons voir que parfois, on combine entre stateful et stateless selon des scénarios. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est parfait. Alors maintenant, il y a d'autres points qu'il faut savoir, c'est que dans les systèmes d'authentification, quand vous travaillez avec l'authentification stateful, on utilise les cookies. Alors en fait, les cookies, le fait d'utiliser les cookies, il y a des failles de sécurité qui sont très connues que vous devrez connaître. Alors qui sont liées bien sûr aux cookies. Parmi ces failles de sécurité, il y a une faille de sécurité qui s'appelle Cross-Site Request Forgery, CSRF. Donc c'est quoi ce type de vulnérabilité? Alors c'est très important. En fait, la faille CSRF, c'est un type de faille de sécurité qui consiste à forcer un utilisateur qui est authentifié, légalement dans une application, le forcer à effectuer une opération sans qu'il le sache. Je vous explique, regardez bien. Supposons que vous êtes un client d'une banque et vous voulez, par exemple, accéder à votre application bancaire. Donc, vous allez commencer par saisir votre username et votre mot de passe. Le serveur, il n'y a pas de problème, il va contacter la base de données, le mot de passe, il est bon, il vous crée la session. Et quand il crée votre session, vous avez un numéro de session qui est généré. Et ce numéro de session, il va vous l'envoyer sous forme d'un cookie. Et votre numéro de session, il est stocké dans les cookies. Donc ça, c'est l'authentification. Vous êtes authentifié. Alors, quand vous êtes authentifié, il faut savoir une chose, c'est que la session qui est créée côté serveur possède ce qu'on appelle un timeout. Ça veut dire quoi le timeout? Ça veut dire que une fois que la session est créée côté serveur, si vous n'avez pas envoyé aucune requête, si vous n'avez envoyé aucune requête pendant le timeout, alors ce timeout, ça peut être 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, ça dépend des applications. C'est-à-dire si pendant 20 minutes, vous n'avez envoyé aucune requête à partir de votre machine, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il va fermer la session. Il détruit la session. C'est-à-dire la session là, si vous n'interagissez pas avec le serveur, si vous n'avez pas envoyé de requête pendant une durée qui dépasse le timeout, c'est-à-dire le serveur va supprimer la session. Il va la détruire. Alors maintenant, regardez bien. Vous êtes authentifié. Votre session elle est bien ouverte. Votre numéro de session se trouve dans les cookies. Alors maintenant, je vais profiter de cette faille de sécurité. Comment? Je vais vous envoyer un email. C'est-à-dire, en quelque sorte, moi, ce que je vais faire, je vais vous demander de faire quelque chose dans votre application avec votre numéro de session, avec votre compte, sans que vous le sachiez. Comment? Eh bien, tout simplement, je vous envoie par exemple un email dans lequel je vais avoir un message. Je vous envoie un message comme par exemple, cliquez sur ce lien pour découvrir une bonne nouvelle, des trucs comme ça.
Vous venez de gagner des millions de dollars, ou là, vous venez de cliquer sur ce lien si vous voulez passer le reste de votre vie en vacances. Encore, cliquez sur ce lien pour découvrir, c'est-à-dire, voilà, comment avoir tel service, etc., etc. Alors, ça veut dire, je vous incite à cliquer sur ce lien. Alors maintenant, regardez bien. Si vous cliquez sur ce lien-là, alors que votre session elle est toujours ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand vous cliquez sur ce lien, vous allez envoyer ce lien-là, il va pointer, il va envoyer une requête vers votre serveur, le serveur de votre banque, pour demander de faire un transfert de votre compte vers son compte. Et si vous cliquez sur ce lien, vous allez envoyer une requête vers le serveur. Alors, derrière ce lien-là, il y a un formulaire caché. Il y a un formulaire qui est caché dans lequel je peux mettre le montant de l'opération et je peux mettre le numéro de compte ici de cette personne. Donc, si vous cliquez sur ce lien, qu'est-ce qui va se passer? Comme le lien pointe vers votre serveur, votre banque, par exemple bp.ma ou je ne sais pas quoi, et bien qu'est-ce qu'il fait le browser? Le browser, c'est bête. À chaque fois, vous lui demandez d'envoyer une requête à partir de votre machine vers le domaine bp.ma, le browser, automatiquement, il envoie les cookies. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin vous cliquez sur n'importe quel lien dans votre machine, automatiquement, vous envoyez les cookies vers le serveur. Il dit que donc, vous avez, en cliquant sur ce lien, vous avez demandé d'effectuer un virement bancaire et vous envoyez votre numéro de session. Donc, vous voyez, donc, il vous a forcé à demander d'effectuer un virement avec votre session sans que vous le sachiez. Donc, en cliquant sur ce lien, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il va regarder la requête. Est-ce qu'il y a un numéro de session? Oui. Est-ce que la session est ouverte? Oui. Qui vous êtes? Est-ce que vous avez le droit d'effectuer telle opération? Oui, vous avez le droit. Et bien tout simplement, en cliquant sur ce lien, vous venez de transférer de l'argent de votre compte vers un autre compte. C'est-à-dire, en cliquant sur ce lien, on vient de vous voler de l'argent, tout simplement. Et donc ici, OK. Et bien tout simplement, cette faille-là qui est liée aux cookies, c'est ce qu'on appelle Cross-Site Request Forgery, CSRF. Donc la faille CSRF, c'est une faille de sécurité qui est très grave, qui existe dans les applications web et qui consiste à forcer un utilisateur qui est authentifié légalement. Ça veut dire que vous êtes légalement authentifié dans votre application bancaire et je vais vous demander d'effectuer une opération dans votre application avec votre session sans que vous le sachiez. Ça veut dire quoi sans que vous le sachiez? En cliquant sur un lien par exemple, vous faites quelque chose dans votre application sans que vous le sachiez. Encore, c'est parce que dans votre application, il y a un virus ou bien il y a un cheval de Troie. Une fois que vous êtes authentifié, cette application-là, ce cheval de Troie, il va commencer à envoyer des requêtes vers votre serveur pour demander d'effectuer des opérations avec votre numéro de session. Et du coup, donc, je profite du fait que à chaque fois qu'une requête est envoyée de votre machine, les cookies sont systématiquement envoyés. Et ça, c'est très grave. Alors maintenant, ça, c'est une faille qui existe dans les applications web. Mais maintenant, si vous faites une authentification qui est basée sur les sessions et les cookies, c'est-à-dire si votre numéro de session est stocké dans les cookies, il faut faire attention à cette faille de sécurité. Donc, comment l'éliminer? Comment créer une parade pour cette faille, ce type de vulnérabilité? Alors, pour éliminer cette faille de sécurité, alors qu'est-ce qu'on utilise? Donc, nous allons voir par exemple avec Spring Security, voilà ce qu'il va faire. Il va pour chaque requête, à chaque fois que vous envoyez une requête vers le serveur, par exemple, une fois que vous êtes authentifié, votre numéro de session il est dans les cookies. À chaque fois que vous demandez un formulaire au serveur, par exemple, vous voulez un formulaire pour effectuer un virement, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il va générer un token. Il va générer un token qui est aléatoire, un nombre aléatoire. Et ce token-là, il va le stocker dans votre session. Par exemple, ici, 987. Et une fois que,
avant de vous donner le formulaire, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous donne le formulaire que vous avez demandé, mais dans le formulaire que vous avez demandé, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va ajouter un champ caché. C'est-à-dire dans le formulaire que vous allez recevoir, si vous regardez le code source du formulaire côté navigateur, vous allez trouver un champ d'ailleurs qui s'appelle CSRF et dans lequel il va mettre le numéro de ce token-là, ce token qui est généré pour vous. Pour votre requête, il vous a généré un token. Ce token-là, il vous l'a inséré de façon cachée dans le formulaire qu'il vous a donné. Donc, ce qui fait que la prochaine fois, si vous allez cliquer sur Submit et vous envoyez le formulaire, et bien tout simplement, comment maintenant le serveur peut savoir que cette requête-là provient de ce formulaire qu'il a donné lui-même? Ben, c'est très simple. Une fois que vous envoyez la requête, vous envoyez automatiquement le CSRF token. Et ce CSRF synchronizer token que vous allez envoyer, et bien tout simplement, grâce à ce token-là, il va vérifier dans votre session si le token que vous avez envoyé, est-ce que c'est le même qui est stocké dans votre session. Si c'est le même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sûr que cette requête-là provient d'un formulaire que je vous ai donné moi-même il y a quelques minutes. Donc à chaque fois que vous me demandez un formulaire, avant de vous demander le formulaire, je génère un token qui est caché dans votre formulaire, un nombre aléatoire. Je vous le donne le formulaire. La prochaine fois, quand vous allez m'envoyer le formulaire, je vais vérifier est-ce que le formulaire que vous avez envoyé, est-ce qu'il contient ce token, CSRF token. Ben, s'il contient CSRF token, je vais le comparer à celui que je vous ai donné, que j'ai gardé dans votre session. Si c'est le même, ça veut dire que je suis sûr que la requête provient du même formulaire que je vous ai donné moi-même. Et non pas une requête qui provient d'un lien externe, comme par exemple ce que je viens de montrer tout à l'heure, comme cliquez sur ce lien si vous voulez par exemple découvrir des nouvelles, etc. Donc maintenant, quand il y a une requête qui arrive vers le serveur, ben, une requête qui n'envoie pas ce token-là, ben, c'est une requête qui va être rejetée. Donc forcément, même si je vous envoie maintenant, par exemple, si vous travaillez avec Spring Security, ben, Spring Security, lui, il fait ce travail. À chaque fois que vous demandez un formulaire, il génère le token et il vous l'insère dans le formulaire. Donc ce qui fait que je suis protégé. Donc votre application est protégée contre les attaques de type CSRF. Alors c'est exactement comme par exemple, le principe c'est quoi? C'est comme si je voudrais vous distribuer à remplir des formulaires. Alors je voudrais vous distribuer des formulaires à remplir. Alors quand je vais vous distribuer des formulaires à remplir, vous allez les remplir et vous allez me les retourner. Et quand vous allez me retourner le formulaire, comment je peux m'assurer si le formulaire que vous m'avez rendu, est-ce que c'est le même que je vous ai donné? Alors pour m'assurer, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai ici par exemple le formulaire. Avant de vous le donner, donc je vais inscrire par exemple, ici ça c'est Mohamed. Je vais générer un numéro aléatoire 124. Je vais l'écrire sur le formulaire de façon à ce qu'il ne soit pas visible. Donc vous voyez donc le formulaire, je vais mettre 124. Je vous donne le formulaire. Alors vous n'allez pas le voir. Vous allez remplir le formulaire, vous allez me le retourner. Et quand vous allez me retourner, ben, je vais regarder est-ce qu'il contient ce numéro. Donc s'il y a ce numéro, donc je vais le lire, 124. Et je vais regarder dans ma fiche, dans ma session, est-ce que Mohamed, quel est le numéro que je lui ai attribué, 124. Alors si c'est le même, alors dans ce cas-là, je suis sûr que les données, la requête que vous m'avez envoyée provient c'est-à-dire à partir d'un formulaire que j'ai donné moi-même et non pas une falsification d'un formulaire que vous avez récupéré quelque part. Donc ça c'est la même chose. Alors c'est comme ça qu'on peut ce qu'on appelle créer une parade ou bien une protection contre les attaques de type CSRF. Donc en résumé, la faille de sécurité CSRF, c'est-à-dire Cross Site Request Forgery, c'est un type de vulnérabilité. C'est un type de vulnérabilité qui consiste à forcer un utilisateur qui est authentifié légalement dans une application à effectuer une opération sans qu'il le sache.
Alors, c'est comme si je vous demande, si je demande à quelqu'un, je vous demande par exemple, va dans ta maison, ta chambre, bah, tu vas dans ta chambre, tu ouvres avec la clé, parce que tu as le droit, va vers le tiroir, tu vas vers un tiroir, tu prends de l'argent, ou bien des bijoux si vous voulez, tu prends de l'argent, bah, légalement, tu as le droit, parce que voilà, tu as utilisé ta propre session si vous voulez. Une fois que tu ramènes ça, tu me donnes cet argent-là, et ben, sans que tu le saches, n'est-ce pas? Alors ça, c'est en langage dialecte, c'est ce qu'on appelle samawi, n'est-ce pas? Alors, vous demandez à quelqu'un de faire des choses sans qu'il le sache. C'est-à-dire, vous utilisez son identité, sa propre identité, avec qu'il a le droit, avec sa propre clé, il fait des choses bah, sans qu'il le sache. Bah, c'est à peu près ça l'attaque CSRF. C'est forcer un utilisateur authentifié, c'est-à-dire légalement. Je vais utiliser un utilisateur qui a le droit d'accéder à une application. Je vais l'utiliser pour qu'il fasse des choses dans l'application sans qu'il le sache. Au profit à mon profit, si vous voulez. Comme par exemple transférer de l'argent, ou bien supprimer des données, ou bien des choses sans qu'il le sache. Alors pour éliminer cette faille de sécurité, ce type de vulnérabilité, c'est quoi la solution? C'est d'utiliser ce qu'on appelle le CSRF Synchronizer Token. Alors le CSRF Synchronizer Token, c'est un token qui est généré à chaque fois qu'un client demande un formulaire. À chaque fois que vous demandez un formulaire, le CSRF Synchronizer Token est généré. Il est stocké dans votre session. Le formulaire que vous allez recevoir contient un champ caché qui contient ce token. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous envoyez la requête, eh ben, le serveur il vérifie s'il contient ce CSRF token. Alors si c'est le même qui est stocké dans la session, bah, il vous laisse passer. Sinon, il rejette votre requête. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Alors maintenant, pour sécuriser l'application. Oui, monsieur. Alors pour sécuriser une application basée sur Spring, il faut juste rappeler que nous avons dit que dans l'application Spring, toutes les requêtes qu'on envoie, elles vont être envoyées vers Dispatcher Servlet. Donc c'est Dispatcher Servlet qui reçoit la requête. Ensuite, Dispatcher Servlet, il fait les traitements. On récupère les résultats, il stocke les résultats dans le modèle. Il va retourner la vue. Dispatcher Servlet fait appel à la vue. Et on génère un résultat qui va être envoyé vers le client. Donc là, ici, il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire ici, bah, toutes les requêtes sont permises. Alors maintenant, si vous voulez sécuriser l'application, nous allons utiliser Spring Security. Et quand vous utilisez Spring Security, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Spring Security, il va démarrer ce qu'on appelle un filtre. Il faut juste savoir une chose, c'est que dans l'architecture J2E, l'architecture web J2E, il y a les servlets, ça on en a déjà parlé. Il y a également ce qu'on appelle les filtres. Alors c'est quoi les filtres? Quand une requête est envoyée vers Tomcat par exemple, la requête elle est d'abord reçue par les filtres. C'est ce qu'on appelle des intercepteurs. Les filtres ou bien les intercepteurs ou bien ce qu'on appelle parfois les middleware. Ben, toutes les requêtes elles sont interceptées par les filtres avant de passer vers le contrôleur, avant de passer vers le servlet. Donc ce qui fait que Spring Security c'est un filtre ou bien c'est ce qu'on appelle une liste de filtres qu'il faut créer et qui fait que Spring Security, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il reçoit une requête, il intercepte la requête, il va vérifier si vous êtes authentifié ou non. Si vous n'êtes pas authentifié, il va vous donner un formulaire d'authentification. Donc c'est lui qui vous donne le formulaire d'authentification. Vous allez saisir votre username et votre mot de passe. Vous envoyez vos identifiants, c'est Spring Security qui va les récupérer encore. Spring Security va vérifier dans la base de données si l'utilisateur existe, il compare les mots de passe. Si le mot de passe est bon, il crée la session. Et quand il va créer la session, il va vous envoyer le numéro de la session sous forme d'un cookie. Et votre session est stockée dans votre browser. Votre numéro de session. Et quand vous allez envoyer une requête pour demander une opération, si vous envoyez la requête, Spring Security, grâce aux sessions ID, il va vérifier est-ce que vous êtes authentifié.
Alors, si vous êtes authentifié, donc il peut connaître les rôles que vous avez. Et à partir des rôles, il peut savoir si vous avez le droit d'effectuer l'opération que vous avez demandée. Alors, si vous avez le droit, c'est à ce moment-là qu'il laisse passer la requête. C'est à ce moment-là qu'il laisse passer la requête vers Dispatcher Servlet. Et Dispatcher Servlet, il fait les traitements, il rend un résultat. Ça veut dire que avec Spring Security, quand on envoie une requête, ben la requête ne va arriver à Dispatcher Servlet que si vous êtes déjà authentifié et que vous avez le droit d'effectuer telle opération. Donc ça veut dire que toute l'infrastructure de la sécurité de l'application, ben c'est Spring Security qui va le faire. Il va gérer l'authentification. Donc c'est-à-dire si un utilisateur n'est pas authentifié, c'est lui qui va afficher le formulaire d'authentification. Il va également gérer les autorisations. C'est-à-dire si vous êtes authentifié, il va toujours vérifier avec vos rôles de votre session, est-ce que vous avez le droit d'effectuer une telle opération. Mais également, Spring Security, il possède des solutions pour les failles de sécurité, comme par exemple la faille CSRF, comme la faille Cross-Site Request Forgery. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous demandez un formulaire, ben, il génère un CSRF Synchronizer Token, il va l'ajouter dans un champ caché de votre formulaire, et après, à chaque fois que vous envoyez la requête, ben, il vérifie si vous avez envoyé ce CSRF Synchronizer Token. Alors, donc, vous voyez donc tout ça, c'est l'infrastructure de la sécurité des applications peuvent être basées sur Spring Security. Alors maintenant, il reste comment? Comment on va sécuriser l'application? Donc, c'est ce qui reste maintenant au niveau de la démonstration. C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, juste au final, donc je vous rappelle, il faut juste se rappeler d'une chose, c'est que dans le système d'authentification, un browser HTTP, à chaque fois qu'il veut accéder au serveur, la première des choses qui se fait dans le protocole HTTP, c'est d'abord connexion. Étape 1, c'est connexion. Et connexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est socket. Il y a une socket qui est créée côté client, une socket qui est créée côté serveur. Ensuite, il y a la requête. Dans la requête, on envoie les données de la requête. Par exemple, ici, pour s'authentifier, on va envoyer le username et le mot de passe. Le serveur va contacter la base de données. Si le mot de passe est bon, il crée la session. Et la session, il y a un numéro de session qui va être envoyé sous forme d'un cookie, session ID, qui va être stocké côté browser. Une fois que on reçoit la réponse, il y a une déconnexion. Déconnexion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la socket qui a été créée pour s'authentifier, elle est fermée. Ça veut dire que pour le serveur, ça y est, il a raccroché. Donc ça veut dire que la prochaine fois, si vous envoyez une nouvelle requête, quand vous cliquez sur un lien, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle connexion. Ça veut dire que techniquement parlant, quand vous envoyez une requête, avec la nouvelle socket ici, ben, le serveur ne peut pas savoir qui vous êtes. C'est-à-dire vous avez une connexion, c'est-à-dire cette connexion peut provenir d'une autre machine. Donc, il ne peut pas savoir qui vous êtes. Alors maintenant, comment il va vous identifier? C'est dans la requête. Quand vous allez envoyer la requête, vous envoyez toujours le session ID. Donc, si vous avez envoyé votre session ID, ben, tout simplement avec ce session ID, on peut vous identifier et on peut savoir si vous avez le droit d'effectuer telle opération. Si vous avez le droit, on effectue l'opération et encore on ferme la connexion. Donc, vous voyez donc, je peux bien m'authentifier dans une machine et j'ai le session ID. Si je prends le session ID, s'il y a quelqu'un qui vous vole le session ID, il peut le mettre dans une autre machine et à partir d'une autre machine, il peut envoyer une autre requête avec votre session ID. Il peut accéder à votre application donc de manière légale. Donc ce qui fait les cookies, en fait, ça fait partie des failles de sécurité. Donc un cookie généralement ne pourra jamais être lu par une application en dehors des browsers. C'est-à-dire que seul le browser a le droit de lire les données des cookies. Et donc ici, quand il y a les cookies, donc il y a cette faille de sécurité qui est le CSRF par exemple. Il n'est pas la seule, il y a d'autres failles de sécurité dont j'aurai l'occasion de vous parler. Mais par contre, si vous travaillez avec l'authentification stateless,
Donc ici, dans l'authentification stateless, il n'y a pas de session côté serveur. Il faut faire attention. Donc le token, une fois que le token est généré, ben, le token est reçu par le client et le client devrait le stocker quelque part en local storage, mais pas les cookies. Donc si vous le stockez dans les cookies, c'est très grave. Pourquoi? Parce que si vous le stockez dans les cookies, vous êtes confronté à la faille Cross-Site Request Forgery de la même manière. Et le problème, pour éliminer cette faille de sécurité, ben, il nous faut le CSRF token. Or, il n'y a pas de session côté serveur. C'est-à-dire, même si le serveur génère un CSRF, où est-ce qu'il va le placer? Ben, il n'y a pas de session côté serveur. Donc, ça veut dire que si vous mettez le JWT, par exemple, dans les cookies, ça veut dire que vous êtes confronté à la faille CSRF sans solution. C'est-à-dire, pourquoi? Tout simplement parce que on ne peut pas utiliser un CSRF Synchronizer Token. À moins si vous montez une solution qui est basée sur des fichiers, d'autres choses. Donc, ce qui fait, quand on utilise l'authentification stateless, il ne faut jamais utiliser les cookies pour stocker le token. Donc, généralement, on utilise le local storage ou le secure storage. Par exemple, pour les applications mobiles, les tokens, une fois que vous êtes authentifié, par exemple, avec votre application Facebook ou bien votre application Gmail, une fois que vous êtes authentifié, vous recevez ce token-là et votre application mobile le cache quelque part dans un secure storage. Pour les applications mobiles, il n'y a aucun moyen de lire des données, lire un fichier qui est créé par une autre application mobile. C'est-à-dire, quand une application mobile crée un fichier dans lequel il stocke une information, il est impossible, soit sur iOS ou bien Android, ou encore Windows Phone, si une application crée un fichier, il n'y a aucune autre application qui a le droit de lire cette information. Et ça, en fait, c'est fait dans le système, dans l'OS des applications, plutôt des smartphones. Mais par contre, pour l'ordinateur, non. Si vous travaillez avec le système Windows ou bien le système Linux ou macOS, quand une application crée un fichier, ben, un fichier, c'est le système de fichiers. Et n'importe quelle application qui se trouve dans votre machine peut lire ces fichiers-là. Ben, il est que donc, quand on utilise une application web, donc il faut faire attention quand on stocke le JWT dans un local storage, il faudrait penser à le sécuriser. Alors parfois ce qu'on fait, c'est que ce JWT-là, soit qu'il est sécurisé quelque part, soit qu'on va le crypter. On prend le token, on va via l'application cliente, on peut par exemple le crypter avec des clés, des choses comme ça, ce qui fait que même s'il y a une autre application qui le récupère, bah, il ne peut pas le décrypter. Donc ça, c'est des techniques qui peuvent être utilisées. On peut par exemple le découper en plusieurs parties. Chaque partie, on la met quelque part dans un fichier. Donc il existe des techniques qu'on peut utiliser pour sécuriser donc, le token, comme par exemple le JWT. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, alors donc j'ai terminé donc la partie concept de base. Il reste la partie donc démonstration. Donc nous allons prendre en fait une pause donc et voir un peu quelle heure il est. Et juste après donc je vais faire la démo, sinon je vous donnerai directement les vidéos parce que ils sont déjà je les ai déjà partagés sur Classroom. Donc il est quelle heure déjà? Voilà, c'est bon. Donc, on va prendre 15 minutes, donc 17 heures. OK? Et je vais essayer donc de faire la démo quand même pour un peu vous donner plus d'explications sur ce que je viens de vous dire. Il y a trois choses. Premièrement, comment créer une page template, comment faire la validation des formulaires et comment sécuriser l'application avec Spring Security. Donc à tout à l'heure, donc dans 15 minutes on va reprendre.